Bienvenue à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle saison de Santé Mag. J'espère que vous vous êtes reposés et que vous avez fait le plein des batteries pour une reprise en sérénité et en pleine forme surtout. Nous sommes de retour pour répondre à vos questions et prendre soin de vous et vous donner des conseils pour mieux vivre. Dans cette première émission de cette 7e saison, nous avons choisi d'évoquer une thématique en rapport avec les enfants et la rentrée. On pose aujourd'hui cette question sempiternelle du poids du cartable, souvent trop lourd pour le dos de vos enfants. Quelle est la différence entre scoliose et attitude scoliotique? Le poids du cartable peut-il vraiment provoquer une scoliose? Comment prendre en charge cette maladie qui touche beaucoup d'enfants et d'adolescents et qui reste malheureusement sous-diagnostiquée? Et puis, à quel moment a-t-on recours à la chirurgie? Voilà en gros les questions que je poserai ce soir à mes invités. Et pour en parler, j'ai le grand plaisir de recevoir ce soir professeur Zohir Boukara. Vous êtes chef de service de médecine physique et de réadaptation au CHU de Blida. Bonsoir. Bonsoir. Je rappelle également que vous êtes président de la Société algérienne de médecine physique et de réadaptation. J'ai également le grand plaisir de recevoir le docteur Ait Warab Malek. Vous êtes spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie. Vous êtes installé à votre compte. Bonsoir. Bonsoir. Merci messieurs d'être parmi nous ce soir pour parler justement de cette question sempiternelle. Là, comme je disais à l'instant, les rentrées se succèdent et s'enchaînent, mais la question du poids du cartable reste posée malheureusement. C'est un véritable casse-tête pour les parents. Est-ce que ça l'est aussi pour vous? Est-ce que ça pose un gros problème finalement, le poids du cartable pour les médecins que vous êtes? Oui, dans le sens où... C'est embêtant? On reçoit beaucoup de consultations dans ce sens. Les parents se posent la question, le poids de ce cartable va-t-il provoquer une déformation? Ils demandent des certificats médicaux pour éviter de prendre autant de poids, à juste titre. C'est un objet de consultation fréquent parce que le poids du cartable, il est vrai, quand il est important, donne des douleurs, surtout en regard des omoplates, au niveau du dos, un peu plus haut, en région entre la colonne cervicale, au niveau du cou et le dos. C'est fréquent. Dire que je rentre dans le vif du sujet. Oui, dire que le cartable provoque la scoliose, on va pas arriver. C'est une idée reçue. Non, c'est pas vrai. La scoliose qu'on connaît tous, c'est la scoliose idiopathique qu'on appelait avant idiopathique parce qu'on connaissait pas la raison. C'est les scolioses qu'on voit fréquemment chez les jeunes filles en période de péripubertaire, et les garçons aussi. C'est un peu plus fréquent chez la fille. C'est dû, en fait, en 2012, le gène qui s'appelle POC5, je crois, il touche le chromosome 5, qui est un élément d'équilibre droite-gauche. Il a été découvert par une équipe franco-canadienne. Il a été donc détecté, et on est sûr maintenant que la scoliose est d'origine génétique. Donc on est avec finalement. Voilà, on est avec ce gène. Absolument. Et il apparaît, la scoliose apparaît en général. On va développer autour de la scoliose tout à l'heure, docteur. Alors, justement, vous avez parlé du mal de dos. Aujourd'hui, il y a un chiffre qui est quand même effarant. On parle de plus de la moitié des enfants et des adolescents qui se plaignent de leur dos. Est-ce que c'est perceptible en consultation? Vous voyez autant d'enfants qui se plaignent de leur dos? On parle à peu près de 60%. 60% effectivement, en médecine physique et réadaptation, où on voit beaucoup de patients qui viennent pour des rachialgies, des douleurs rachidiennes, des mal de dos, avec dans leur tête qu'ils ont une scoliose, parce que nous, on draine beaucoup de patients avec scoliose, et ils viennent chez nous et ils nous posent souvent la question, est-ce que c'était secondaire à ce port de cartable scolaire très lourd qui va jusqu'à 8 kg, 13 kg, tout dépend de la scolarité, moyen ou primaire. Donc c'est effectivement, c'est en rapport, quand on a un mal de dos, on peut avoir, c'est pas une scoliose certainement, c'est un mal de dos avec des contraintes mécaniques qui peuvent porter sur les tendons, sur le disque intervertébral, sur une hypercyphose ou une hyperlordose. Donc, c'est des pathologies osteo-articulaires notamment. Oui, mais quand même, aujourd'hui, donc, il est prouvé qu'il y a corrélation entre le mal de dos des petits et le port du cartable. Et le port de cartable lourd. Oui. C'est quoi un cartable lourd, justement? Voilà. Oui. Alors,
on définit un cartable lourd où le poids que doit supporter un enfant, il ne doit pas excéder les 10%. Il y a des études qui disent 12% des écrits, jusqu'à 15%, mais en globalité, c'est 10% du poids du corps. Un enfant qui fait 40 kg ne doit pas avoir un cartable, en théorie, de plus de 4,5 kg, voire 5. On est très loin du compte. On est très loin du compte, parfois c'est le double et même plus. Absolument, parce qu'aujourd'hui on parle en moyenne, pour les collégiens surtout, parce que c'est eux qui en souffrent le plus, on parle en moyenne quand même de 20 à 30%, absolument. 13 kilos minimum. C'est ça. On est dans les 20% vers 25% de leur poids. 13, 14, 15 kilos de cartable, c'est énorme pour un enfant. Alors finalement, on ne peut pas dire que le cartable peut déformer, même s'il est énorme. Hein. Nos enfants s'écrasent littéralement sous le poids de leur cartable, mais il ne peut pas déformer un rachis. Pas possible, oui. Il peut être à l'origine de douleurs osseo-articulaires, intervertébrales, de problèmes rachidiens, mais déformé, non. Mais quand le malade est prédisposé à faire une scoliose, à l'origine génétique, comme il a dit mon collègue, ça peut un facteur favorisant envers cette scoliose ou cette déformation, et notamment quand il s'agit de maladie de Scheuermann. C'est une anomalie du cartilage de croissance, au niveau du cartilage de croissance vertébrale. Voilà. Quand il y a une anomalie, vous avez la vertèbre qui est mal ajustée, et quand le facteur favorisant, qui est le cartable lourd scolaire, il va ramener un facteur favorisant pour développer une scoliose, que soit une scoliose, soit une syphoscoliose. Une syphose. Oui. Et pour les tassements aussi, ça peut faire une sorte de tassement de vertèbre, par exemple, aussi. Tassement, oui, ou une hernie intervertébrale. Comme dit notre collègue, la maladie... Alors là, on est en train de dire qu'il y a... pour une personne saine, ça ne provoque pas forcément de tort à la colonne vertébrale, mais pour certaines personnes, c'est ça, qui sont plus fragiles, on peut voir des anomalies scoliotiques. Oui, ce type d'anomalie, on parle de scoliose, on parle de déformation vertébrale en général. Oui. La syphose de Scheuermann, c'est de profil qu'on voit les syphoses, qui s'accompagnent toujours d'une scoliose satellite. Alors, il y a beaucoup de sociétés savantes, comme en Suisse, aux États-Unis. Alors, la syphose, c'est une déformation, c'est ça, pour les gens qui nous regardent. De plan de profil. La scoliose, on la voit surtout de face, comme un S, mais de profil, quand le dos est courbé comme ça, ça s'appelle la syphose. Et la maladie des disques intervertébraux, des cartilages intervertébraux, les dystrophies de Scheuermann, alors, dans ces pays-là, il est formellement interdit de porter un cartable lourd. Là, vraiment, ils interdisent parce que les lésions sont vraiment aggravées par le poids du cartable. Oui. Alors, on a compris donc finalement que ce gros poids du cartable n'est pas sans conséquences. Quelles sont les conséquences justement d'un cartable mal adapté ou trop lourd sur le dos des petits? C'est la question qu'a posée Anis Belkacem à des spécialistes dans ce reportage. Il a également posé la question sur le choix du cartable. Regardez. La rentrée scolaire est une période riche en défis pour les parents. Et le choix d'un bon cartable en fait partie, entre un beau cartable tendance et un autre plus simple, mais qui soulage leur dos, difficile de concilier les deux. Donc ça va être cette année, 3e année primaire, CE2. Donc voilà, ils ont à peu près 8 ans. Et donc là, je pense que c'est parfait pour eux. Voilà, ça va super derrière. Oui, même comment ça s'ouvre là, c'est pratique. Bien sûr, même il faut de l'air bien concernant les cailles et tout. Okay. Parce que le poids doit être pas sur les épaules mais sur les hanches, parce que c'est là où tout le corps, le poids doit se supporter. C'est pour ça que c'est bien. Dans ce grand magasin, une gamme variée est proposée aux clients. Il y en a pour tous les goûts et pour tous les budgets. Et depuis quelques années, ce sont les cartables ergonomiques qui ont la cote. Le choix ne se fait plus sur la base des couleurs ou de la taille seulement, mais aussi sur la base du bien-être de l'enfant. Oui, ils ont des choix précis. Généralement, les fils privés, je préfère toujours à roulette. Ou les صغار يقول لك je préfère les à la forme horizontale, ماشي verticale, على جال le poids تاع les livres على وليدي, على جال le dos تاعو et tout. Les ergobags sont spécialement étudiés pour s'adapter à la morphologie de l'enfant. Ils ne tirent pas sur les épaules, minimisent le risque de déformation de la colonne vertébrale et les douleurs dans le haut et le bas du corps causées par le poids des affaires et des manuels scolaires. La scoliose, c'est une pathologie infantile mais qui se développe surtout pendant la période de croissance, donc surtout plutôt la période d'adolescence, pas la période de croissance. Et le gros problème qui se pose aujourd'hui, c'est
la lourdeur des cartables et le mauvais choix des cartables aussi. Il y a déjà des enfants qui ont sur les premières causes. C'est en général c'est très fréquent. C'est très très fréquent, les enfants se présentent avec des déviations. Bon, il y a les parents qui font attention à ça, d'autres qui ne font pas attention à ça. Et c'est bien dommage parce que des fois on constate ça à un âge très avancé. C'est un petit peu trop tard. On essaye maintenant avec les nouvelles techniques, avec tout ce qui est ostéopathie et tout, on essaye un petit peu d'améliorer la chose. Vu leur jeune âge, c'est quand même difficile pour eux et on voit les conséquences. On voit les conséquences. Ça retentit directement sur le rachis et des fois c'est irréversible chez certains enfants, surtout quand les parents ne constatent pas ça à temps. En attendant la généralisation des manuels scolaires numériques, un certain nombre de précautions doivent être prises. Les spécialistes préconisent que le poids du cartable ne doit pas dépasser 10% du poids de l'élève. Oui, effectivement, 10% du poids de l'élève, mais on est très loin, malheureusement, en tout cas, pour le moment. Alors, idéalement, on aurait peut-être évité de surcharger les cartables, avoir peut-être un double jeu de livres, garder des livres à la maison, mais c'est pas toujours évident pour des raisons économiques pour les parents. À défaut, quels sont les conseils qu'on peut donner ? Alors on a vu un peu quand même l'intérêt, et ça c'est déjà une bonne chose, l'intérêt des parents dans le choix et l'implication dans le choix du cartable. Effectivement. Alors ce qu'on peut conseiller, c'est d'avoir des cartables moins lourds. Oui, déjà. Mais bon, comment faire ? Déjà le cartable, c'est-à-dire vide, ne doit pas être très lourd. Parce qu'il y a des cartables déjà vides, ils sont déjà lourds. Ah d'accord. Mais bon, on retiendra quand même les 10-12% du poids du corps. Après, la solution pour avoir un cartable moins lourd, c'est les pouvoirs publics. Est-ce qu'ils vont mettre des casiers dans les écoles ? C'est pas facile. Le livre numérique aussi, comme disait Anicet Belkacem dans son reportage. Numérique, voilà. Parce que accumuler des livres et parfois ils prennent tout un programme qu'ils n'ont pas. Il y a une question de bon sens. Si on a un cours d'anglais et un cours d'arabe, pourquoi prendre tous les cahiers ? Il y a des écoles ou des collèges où on oblige les enfants à ramener tout. Parce qu'ils peuvent changer de programme d'une minute à l'autre. Donc ramener tout, peut-être que tel prof va pas venir. Donc ça, c'est une question d'organisation. Là, il faut essayer de sensibiliser l'éducation nationale, etc. Absolument, oui. Dans ce sens. Oui, c'est cette émission, c'est aussi ça son but également. Professeur Boukhara, alors pour revenir un peu sur le choix du cartable. Effectivement, il faut réellement choisir le type de cartable qui soit ergonomique, qui soit bien adapté au corps, à la taille du corps, qui soit bien maintenu par une ceinture en bas, une ceinture pelvienne, qui puisse basculer. C'est-à-dire qu'il fasse corps avec le corps de l'enfant. Qui fasse corps bien collé et qui soit léger. Qui soit léger et pas grand par rapport à la taille de l'enfant. Mais le meilleur choix reste le sac à dos finalement. Le sac à dos, effectivement. Oui, ou le sac à roulettes, parce qu'on en parlait aussi dans le reportage du sac à roulettes, par exemple. À roulettes, plus ou moins, quand il s'agit d'escalier ou d'ailleurs, c'est pas bien ailleurs, dans la rue, c'est pas bien, c'est difficile à. Donc parfois il y a des trous. L'enfant il est obligé à porter. Il est lourd, donc absolument. À roulette, il est très lourd. Ça règle pas souvent, même pour les escaliers par exemple, ça règle pas tout le temps la problématique, parce que c'est vrai que dans les escaliers, l'enfant sera obligé de le porter. Alors peut-être rappeler aussi un autre point qui a été dit dans le reportage, mais c'est très important, un sac qui ne doit pas dépasser les hanches. Il faut pas qu'il soit grand, parce qu'on a tendance, peut-être par économie parfois, dire que ce cartable peut rester pour l'année prochaine. Alors ça, c'est à éviter aussi. Oui, il faut qu'il soit quand même homogène par rapport à... Ergonomique. Ergonomique. Être mis de façon symétrique sur les deux épaules, pas d'un côté. Et la ceinture pelvienne, elle est très importante pour équilibrer le poids. Pas évident pour le collège. Pas toujours évident. C'est pas évident. Ils supportent mal... Les collégiens, la ceinture, ils veulent latéraliser le sac. Ça aussi, c'est une mauvaise chose. Voilà, ça pose un problème osseo-articulaire. Oui. Alors, on a dit que le cartable ne cause pas de scoliose, ça on l'a dit au tout début de l'émission, mais il peut causer ce qu'on appelle une attitude scoliotique, c'est ça ? Oui, une attitude. Alors, on voit parfois sur des écrits où l'attitude scoliotique, avec le temps,
Vraiment, il faut beaucoup de temps pour se structuraliser. Alors, développer une vraie scoliose. Une vraie scoliose, une vraie déviation du corps, pas une vraie scoliose. C'est décrit, il faut que ce soit longtemps, mais c'est déconseillé. C'est vrai que c'est déconseillé d'avoir un poids élevé, et j'insiste, le poids du cartable est vraiment néfaste, comme l'a dit notre collègue, pour les ligaments, les disques, et ça donne parfois à un âge avancé des soucis de lombalgie, de mal de dos, de bas du dos, qui est la maladie la plus fréquente. C'est le mal du siècle, le mal de dos, la lombalgie. D'autant que maintenant les gens font moins de sport, tout est véhiculé, on ne marche pas beaucoup, l'hygiène de vie, on a un surpoids, tout est une histoire d'hygiène de vie. Donc le poids du cartable reste quand même d'actualité, il faut lutter contre ça. Est-ce que la consommation des écrans, la surconsommation, j'ai envie de dire, des écrans, fragilise davantage le dos de nos enfants? Oui, effectivement, il y a des habitudes. Vous parlez de sédentarité. Il y a beaucoup d'habitudes entreprises par les générations actuelles. Ils sont tout le temps face à un écran, un portable, un smartphone pour surfer sur les réseaux sociaux. C'est plein temps. Ça, c'est très néfaste par rapport au dos, et surtout s'il s'agit ou s'il existe déjà une anomalie au niveau structural rachidien. Donc ça va abîmer, ça va favoriser davantage l'apparition de pathologies rachidiennes. Oui, effectivement, l'écran, en général, on regarde un écran en fléchissant le cou. Et la flexion du cou prolongée est vraiment le plus délétère pour la colonne cervicale. Toutes les hernies cervicales qu'on voit, c'est souvent dû aux positions en flexion comme ça, parce que le poids du corps écrase le disque en avant, donc provoque une hernie. Oui, j'y arrive justement, j'allais poser la question de la posture, puisque vous parlez de ces enfants qui ont tendance souvent à avoir la tête un peu en avant aussi, en portant leur cartable ou en s'asseyant également, notamment en période de croissance. Est-ce que cette mauvaise posture, c'est un signe qu'il y a un problème ou non, finalement? Ou plutôt, ça nous prédispose à avoir des problèmes? Ça peut prédisposer à avoir des problèmes, effectivement. Marcher en avant comme ça tout le temps, c'est jamais bon. Comme on disait, l'idéal, c'est d'avoir un tronc droit, et donc avoir un cartable homogène par rapport au poids du corps, les 10% dont on parlait. Vous parlez des attitudes. Les attitudes scoliotiques. Les attitudes scoliotiques asymétriques peuvent donner, par contre, je vous ai dit, les problèmes de lombalgie et d'hernie discale lombaire chez un adolescent en âge plus avancé. Voilà. Alors là, j'aimerais qu'on s'attarde peut-être sur un point, puisqu'on parle d'attitude scoliotique. Généralement, ce sont des problèmes de santé ou des maladies que les parents devraient constater en premier lieu, n'est-ce pas? Oui, effectivement. Voilà. Quels sont les signes qui doivent nous alerter? Une attitude scoliotique c'est pas comme une scoliose, mais une attitude peut faire basculer les épaules. Les épaules ils deviennent déséquilibrées, un bassin également qui peut être déséquilibré. Ça peut emmener le genou en fléchant, ça veut dire une légère flexion du côté de la concavité de cette attitude. Et ça peut faire chroniciser une pathologie. Ça va donner par la suite, ça va abîmer le genou, abîmer la hanche. C'est-à-dire pas uniquement le dos, finalement, qui est menacé par cette attitude scoliоtique, mais il y a d'autres parties du également, corps. même pour le pied, on peut avoir des valgus. Mais la différence, vous parlez d'attitude et de scoliose. La différence. Restons sur l'attitude scoliottique pour le moment, parce qu'on parle encore du poids du cartable. Voilà. L'attitude scoliottique, pour les parents, je parle bien, ils peuvent se rendre compte que ce n'est pas une vraie scoliose. En allongeant l'enfant, tout disparaît. Il est debout, il a une attitude, mais dès qu'on allonge l'enfant, contrairement à la scoliose, toutes les attitudes disparaissent. En décubitus ventral, comme on dit, ou dorsal, les déformations disparaissent. Voilà. Par contre, si vous permettez, ça va emmener le genou quand il est fléchi en fléchant,
et ça donne des rétractions au niveau des tendons. Ça va pérenniser cette position du genou. Et par conséquent, il faudrait qu'il y ait une consultation et enchaîner par un travail de kinésithérapie. Oui. Alors, peut-être qu'il y a un autre point aussi qui est très important, parce que vous, les professionnels, vous dites généralement que nous perdons de vue les enfants à partir de 6-7 ans, parce qu'il n'y a plus de rendez-vous réguliers. Peut-être rappeler aux parents à cette occasion qu'il est important de consulter pour contrôler la croissance de l'enfant, parce que c'est à ce moment-là que ce type de maladie apparaissent. C'est au moment de la croissance, que ce soit la l'attitude scoliotique ou la scoliose, n'est-ce pas? Donc peut-être qu'il faut consulter régulièrement, même si l'enfant n'est pas malade. Oui. Maintenant, je pense que les gens, de façon générale, sont assez, comment dirais-je, sensibilisés par rapport au problème de la scoliose. J'ai remarqué en consultation, moi-même, dès qu'un enfant a mal au dos, les parents viennent, ils sont affolés, on a un cousin qui a une scoliose, faites-nous une radio parce qu'on a peur. C'est de plus en plus sensibilisé, ça c'est très bien. Mais on leur explique toujours, quand on trouve que le dos est normal, l'enfant a mal, on pose la question, c'est le cartable, souvent. On fait une radio, on recherche, il n'y a rien du tout. On fait un petit bilan pour voir s'il n'y a pas des rhumatismes de l'enfant et de l'adolescent, ça existe. Et on leur explique de quand même surveiller l'enfant, de le regarder de dos, parce que parfois on le perd de vue. Les plis, alors la vraie scoliose, c'est les lombaires, c'est l'asymétrie des plis. On a un pli. C'est plus visible quand même, une vraie scoliose. Un pli est plus accentué que l'autre. En lombaire, c'est souvent une scoliose lombaire. En dorsale, c'est la gibbosité. La gibbosité, c'est quoi? C'est que la vraie scoliose, c'est une rotation des vertèbres par rapport aux autres. Donc en dorsale, on a des côtes. C'est la colonne vertébrale qui devient comme un escalier en collimation. Ça s'entoure complètement. Et donc c'est toute la cage thoracique qui tourne et les côtes qui sont collées aux vertèbres tournent. Donc on palpe la gibbosité. C'est ça. En arabe, on dit hadba. Ah oui, il faut dire que les bossus, c'est ça, finalement, ce sont des personnes qui souffrent de scoliose et qui n'ont jamais été diagnostiquées. Diagnostiquées, exactement. Donc on demande aux parents de regarder parfois l'enfant, toucher, voilà. Oui. Alors, on a dit pour la différence entre la scoliose et l'attitude scoliotique. Qu'est-ce qu'on craint dans les deux cas, professeur? C'est-à-dire à défaut de prendre en charge précocement, parce que là, on disait justement qu'il faut consulter parce que parfois on n'est pas à l'abri, surtout lorsque un parent, parce que c'est une maladie familiale, disons-le, la scoliose. Lorsque un parent a souffert de cette maladie, il faudrait qu'il consulte. C'est ça? Oui, effectivement, il faudrait qu'on consulte un médecin, un référent du rachis, que ce soit un chirurgien ou un clinicien. Les rhumatologues, les MPA, les médecins physiques, ils sont là, ils sont très nombreux actuellement. On a un réseau qui est très important. Les référents dans le nord algérien, ils sont très présents, donc il faudrait consulter. Et quand ils sont chez nous, dans la consultation, on voit du haut vers le bas ou du bas vers le haut, de profil et de face et de dos, de profil, et on voit est-ce que réellement on est devant une attitude scoliotique ou une scoliose structurée, une scoliose qui est là, et on voit très bien dans notre expérience que les scolioses à faible courbure, ils sont plus fréquentes. Et c'est pour ça heureusement d'ailleurs. Heureusement et c'est malheureusement parce que les parents les parents ils sont pas affolés parce que il y a pas de problème, une petite asymétrie du thorax ou c'est tout chez la fille, donc on n'est pas affolé. Mais bon, les scolioses à angle très important ou très très grave, ils sont rares. Donc ils sont pas vraiment vous confirmez, donc et c'est pour ça que il faudrait un réseau, il faudrait que le médecin d'hygiène scolaire soit alerté, soit bien formé pour déceler au niveau scolaire une déformation scoliotique. Oui, je pense qu'aujourd'hui, malheureusement, les UDS ne suffisent pas, parce qu'il y a beaucoup d'écoles. Ça reste insuffisant. C'est pour ça peut-être qu'il faut aussi alerter les parents et leur dire qu'il faut consulter, même si l'enfant, parfois, ne tombe pas malade. Alors, on revient peut-être à qu'est-ce qu'on craint, finalement, dans les deux cas, pour insister sur cette notion, justement, de diagnostic précoce. Qu'est-ce qu'on craint si on ne prend pas en charge précocement une scoliose ou une attitude scoliotique? Alors, c'est différent. Oui. Alors, mais ça évolue comment, justement? Voilà, une question qui se pose. Comment une scoliose s'aggrave?
c'est surtout en période de croissance rapide. Oui. Ça s'appelle la période péripubertaire. La fille, c'est l'apparition des règles. On a une scoliose qui a 15-20 degrés d'angle. C'est incroyable. Des fois, on voit une fille, 6 mois après, elle a pris 10 degrés, 6 mois. Donc là, ça va vite. Ça va vraiment vite. Il faut vraiment ne pas perdre de vue ses enfants. Donc la période de croissance rapide péripubertaire, on a peur qui s'étale. On a peur pour les organes, on a peur, c'est-à-dire quand il y a une aggravation de cette scoliose justement, on a peur. Alors on dit généralement que ça peut compresser des organes, c'est ça? En dorsale, quand les scolioses sont thoraciques ou dorsales, quand on a des difficultés à respirer par exemple. C'est importante, elles écrasent au niveau de la convexité le poumon homolatéral. Donc c'est pas uniquement l'aspect esthétique, parce qu'on a tendance à penser plus à l'aspect esthétique. On a l'aspect esthétique quand les angles sont inférieurs à 60 degrés environ. Après 60-70 degrés, on dit qu'une scoliose est incompatible avec une vie respiratoire normale. Ils font des insuffisances respiratoires, ils montent des côtes, ils s'arrêtent parce qu'ils sont essoufflés. Ça, c'est l'écrasement, c'est le syndrome, ça s'appelle le syndrome restrictif. L'enfant a une capacité vitale diminuée, et ça devient des urgences chirurgicales. Une scoliose, je vais vous donner un ordre d'idée, elle devient chirurgicale quand elle dépasse les 45-50 degrés. Ça devient une scoliose chirurgicale, mais esthétique. Quand elle dépasse en dorsale les 60-70 degrés, ça devient des urgences chirurgicales fonctionnelles, respiratoires. Et quand elle dépasse les 90 degrés, ça peut entrer dans le cadre d'urgences neurologiques. Quand la moelle épinière est reprise dans un chevalet, dans un chevalet, en épingle à cheveux, parfois on les opère, et qui commence à se paralyser parfois. Enfin, rassurez-nous, on n'en voit pas beaucoup des cas comme ça. Non. C'est la grosse masse des scolioses, c'est nos collègues de réadaptation physique qui les voient. Alors, j'ai envie de dire justement, c'est-à-dire, ces patients finalement arrivent à quel stade? Est-ce qu'aujourd'hui on arrive à les dépister ou à les diagnostiquer précocement? Pas vraiment, parce que le réseau de dépistage il est plus ou moins installé dans le Nord, dans certaines écoles et collèges ici dans le Nord, mais c'est pas vraiment étalé comme réseau de dépistage. Donc il faudrait aller plus loin dans le dépistage de la scoliose, de toute déformation scoliotique rachidienne. Et c'est très important parce que le réseau, il y a des référents, il y a des médecins qui sont entraînés à prendre en charge cette pathologie qui plus ou moins a un impact fonctionnel très important. Pour l'attitude scoliotique, parce qu'on a beaucoup parlé de scoliose avec vous, docteur Aïdou Arab, mais on n'a pas parlé justement d'attitude scoliotique. Si elle n'est pas prise en charge rapidement, est-ce qu'il y a des risques aussi sur la santé des enfants? Bien sûr, elle va se On avait parlé tout à l'heure justement des douleurs. Voilà, elle va se structurer, elle va donner des pathologies osseo-articulaires et vers le haut et vers le bas. Vers le haut, c'est les cervicalgies, les névralgies cervico-brachiales, les dorsalgies, voire au niveau de la hanche, des gonarthroses à l'âge plus ou moins... Est-ce qu'on va avoir des déformations ou uniquement des douleurs? Des douleurs osseo-articulaires, c'est des douleurs. Si elle est structurée, il y aura un tiraillement, un déséquilibre tendineux, si vous voulez, musculo-tendineux de part et d'autre du rachis. Oui. Alors on arrive un peu à la prise en charge justement, parce qu'on a dit voilà les risques si c'est pas pris en charge. La prise en charge déjà de l'attitude scoliotique, puisque c'est plus léger, nettement plus léger que la scoliose. L'attitude scoliotique, est-ce qu'on traite finalement ou on se contente de surveiller? Ça se passe comment? Si c'est des attitudes récentes, c'est les conseils. On donne les conseils qu'il faut. On traite on avait parlé tout à l'heure justement de sédentarité. Est-ce qu'on traite justement par le sport, par exemple? Le sport, quand il y a des attitudes anciennes, la rééducation fonctionnelle, quand il y a des rétractions qui commencent à se faire, c'est très important. Les postures, même de vous expliquer. Oui, docteur Boukara, je pense que vous êtes la personne la mieux indiquée. Dites-nous, alors, on va faire quoi? Alors, un enfant qui présente une attitude scoliotique, qu'est-ce qu'on va faire? Même si c'est précoce. Déjà, il faut travailler déjà la personne. Il faut une prise de conscience de la maman s'il s'agit d'un enfant de bas âge ou un adolescent. Donc, il faut faire ce qu'on appelle un travail de prise de conscience
d'entraîner le patient, de lui donner une certaine guidance pour qu'il puisse faire de la kinésithérapie, des étirements, des postures face à un miroir. Donc il y a plus de l'auto-travail que de la kinésithérapie chez nous. Voilà. Donc c'est une prise de conscience et un travail d'auto-kinésithérapie, si vous voulez. Oui, alors il y a des gestes qu'on peut faire à la maison, c'est ça, par exemple, les exercices qu'on fera régulièrement. Plus, la bagnothérapie, la piscine. Oui. La piscine peut entraîner tout ce qui est rade, tout ce qui est à résoudre ces problèmes. En tout cas, aujourd'hui, c'est connu, on dit que le manque justement d'activité physique, c'est ce qui aggrave ce type de pathologie, voilà. Contrairement à ce qu'on peut penser, parce que je pense qu'il y a quelque temps, on pensait que certains sports étaient déconseillés pour les personnes qui pouvaient présenter des attitudes scoliotiques ou de la scoliose. Aujourd'hui, tous les sports sont permis. Oui. Sauf chez l'enfant, je le dis souvent, haltérophilie. Prendre des poids, c'est comme le cartable, des poids hyper lourds, ça engendre des lésions des cartilages de conjugaison, des cartilages de croissance. On a vu ça chez les enfants qui faisaient beaucoup d'haltérophilie aux États-Unis, et ça a été vraiment une catastrophe. Mais là, chez nous, je pense qu'ils sont assez conscients. Mais il y a les salles de sport, beaucoup, les enfants. Justement, j'allais vous poser la question, mais il y a beaucoup de jeunes aussi aujourd'hui, ou des adolescents qui cherchent à se muscler, peut-être même pour la scoliose, parce qu'on dit peut-être qu'il faut avoir quand même des muscles pour pouvoir. Absolument. Est-ce que c'est déconseillé aussi? La musculation, non. À outrance, oui. Parce qu'ils prennent aussi beaucoup de produits anabolisants. C'est déconseillé, d'accord. Et on leur dit toujours debout, avec des poids très importants, de 30-40 kilos, ils soulèvent énormément. À 13-14 ans, ça esquinte un peu les cartilages. Alors, j'insiste sur la question de tous les sports sont permis, parce que pendant un moment donné, on disait qu'il y a des sports, ce qu'on appelait des sports asymétriques, comme le tennis par exemple. Aujourd'hui, même ça... non, c'est permis. D'accord, c'est permis. Très bien. Il n'y a pas de sport à conseiller non plus, parce que vous avez parlé de natation. Non, la natation, notamment. Oui, d'accord. Alors, on revient au traitement. Alors, on commence par la surveillance, parce que toutes les scolioses ne vont pas évoluer, c'est ça? Ne vont pas évoluer déjà au même rythme, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Pas du tout. Étant donné que c'est génétique, on parle des scolioses idiopathiques. Il y en a qui sont d'évolution très grave, scoliose d'évolution maligne, pratiquement comme on dit. On les voit, elles s'aggravent. Le médecin physique fait un plâtre de réduction, ce qu'on appelle la plâtre élongation des rotations flexion EDF, pour réduire la scoliose, freiner la scoliose et mettre des corsets. La scoliose s'aggrave, là c'est des scolioses chirurgicales. On n'y peut rien. La masse des scolioses sont très bien traitées par les corsets. Alors pour revenir un peu à la prise en charge justement, les corsets, c'est toujours de vigueur, c'est ce qu'on donne aujourd'hui, c'est ce qu'il y a de mieux? Ils sont d'actualité. Les corsets, tout dépend de la scoliose lombaire, dorsale ou dorso-lombaire. Donc il y a des types de corsets où par rapport à l'âge, un âge moins de 11 ans, on peut mettre un Milwaukee. Je pose cette question parce que c'est quand même très contraignant. Voilà, on doit le porter H24. H24, mais effectivement, il faut faire un travail sur l'éducation thérapeutique. Donc, il y a des psychologues avec nous, donc on va préparer le malade à porter le corset correctement et de façon durable. Il faut qu'il y ait une motivation, c'est ça. Voilà, il faut qu'il soit motivé. Sur une ligne stratégique de quelques années. Et ça marche? Ça marche très bien. Vous disiez... Excusez-moi. Oui, bien sûr. Vous disiez H24, pas toujours. Maintenant, il y a un type de corset qui existe maintenant depuis quand même au moins 10-15 ans. Est-ce qu'il y a des générations aujourd'hui justement de corsets qui soient moins contraignantes peut-être que celles qu'on voyait avant? Quand on découvre une scoliose lombaire ou dorso-lombaire, il y a un type de corset, quand la scoliose reste souple, qui s'appelle le corset hypercorrecteur nocturne. Qui marche très très bien sur la scoliose à 9 ans, 10 ans, 11 ans, c'est encore souple. Qu'est-ce qu'il fait le corset? On le met que la nuit. Il pousse la scoliose pour inverser la courbure de l'autre côté. Et il donne de très bons résultats. L'hypercorrecteur nocturne, pourquoi? Parce qu'on sait que les scolioses, dans le rythme, ce qu'on appelle le rythme nictéméral de la journée des 24 heures, c'est la nuit où elle s'aggrave le plus. On ne sait pas pourquoi. Il y a beaucoup de théories hormonales. C'est là peut-être qu'on pousse aussi. C'est le moment de la croissance. Oui, mais il y a des raisons endocriniennes, etc.
Mais c'est la nuit. Donc on le met la nuit et la journée, elle ne le met pas. Donc psychologiquement déjà, c'est intéressant. C'est un corset qui est très intéressant. Après, on a le chenot qui ne se voit pas aussi. Le corset qui est le plus admis maintenant, le CTM. Il est moins visible que ceux de l'ancienne génération. Beaucoup moins visible. Bon, le Milo qui est... Parfois, mais bon, je pense qu'il y a une préparation, comme disait tout à l'heure docteur Boukara, je pense qu'il y a une préparation psychologique. Ces enfants doivent être acteurs de leur traitement. Et je pense que leur complexe, parce que c'est une maladie, disons-le, qui implique beaucoup qui induit beaucoup de complexes, ils sont motivés généralement. C'est ça. Il y a une intégration au traitement. C'est ça. Effectivement, il faudrait noter que devant les scolioses, on a les scolioses qu'on appelle évolutives, vous l'avez bien noté, et les scolioses non évolutives. Donc il ne faut pas trop affoler l'auditoire. Donc la majorité ne sont pas évolutifs. Quand ils sont évolutifs. C'est-à-dire, la majorité sont de bons pronostics. Ils sont de bons pronostics. Donc il suffit de mettre en place un travail de kinésithérapie, de gymnastique et d'assouplissement au niveau de bagnothérapie de piscine, et ça résout le problème. Voilà. Et quand c'est évolutif, si vous permettez, bien sûr. Quand c'est évolutif, on a la preuve radiologique qu'il y a une évolutivité un peu grave. Il faut se brancher sur le corset. Il y a plusieurs types de corsets. Voilà. Alors, peut-être qu'il est important aussi de dire à ce moment-là, peut-être que les objectifs du traitement sont différents pour les enfants et pour les adultes. D'où l'importance, encore une fois, j'insiste, d'un dépistage ou d'un diagnostic précoce. Parce que ça, c'est un point très important. Parce que déjà, quand on diagnostique un enfant, on peut arrêter l'évolution, c'est ça, l'évolution de la maladie, alors que lorsque c'est un adulte, on ne peut plus faire ça. C'est juste, c'est-à-dire si on traite, c'est uniquement pour soulager peut-être certaines douleurs, ou c'est ça? Oui. En parlant de traitement des corsets, à l'âge adulte, ça ne sert à rien. Donc quand la fin de la croissance est là, entre 16 et 18 ans, il y a des parents qui me disent j'ai un enfant, il a 50 degrés, est-ce qu'on lui met un corset? C'est trop tard. Comment dirais-je, le traitement orthopédique, les corsets fonctionnent avec la croissance. Ils sont là, l'enfant grandit, le corset pousse, et la scoliose est au moins freinée, voire diminuée grâce au corset. Mais à l'âge adulte, non. Oui. Absolument. Alors, pour revenir un peu aux objectifs des traitements, alors oui, chez l'enfant et chez l'adulte, c'est complètement différent. C'est complètement. L'enfant, il faut vraiment surveiller l'évolution des déformations au niveau du rachis, où il faudrait disséquer la stratégie thérapeutique par rapport au corset, par rapport à la chirurgie, par rapport au traitement de kinésithérapie et d'étirement. Et pour l'adulte? Et pour l'adulte, c'est différent. En général, quand l'adulte, parce que certainement, il avait une scoliose à faible courbure. Et, elle s'est déclarée. Elle s'est déclarée à l'âge de 40 ans, 45 ans, avec des hernies discales, des rachialgies, des dorsalgies, des lombalgies, voire des sciatalgies. Une sciatalgie avec ça. Donc, quand on fait une télémétrie, un rachis total, on découvre qu'on est devant une scoliose dégénérative avec une faible courbure où il faudrait parfois mettre un corset de maintien pour et temporaire, bien sûr, temporaire pour comme on t'a dit. Je vais poser juste une question, je sais que vous ne serez pas d'accord. Est-ce que la chirurgie, quand on arrive à la chirurgie justement dans la scoliose, c'est déjà un échec thérapeutique? C'est un échec thérapeutique par rapport à la surveillance, à la découverte précoce. C'est-à-dire qu'on a failli quelque part, c'est ça? La clinique était défaillante. La chirurgie, elle est là pour sauver la situation. Voilà. Oui. À quel moment opérer? Alors voilà. En général, comme je dis en consultation, on résume la prise en charge des scolioses de la façon suivante. En période de croissance, bien sûr. Quand on voit un enfant, un adolescent, il a moins de 20 degrés. À un moment, on découvre un truc, une déformation, l'enfant a 15 degrés. On ne fait que surveiller. La surveillance, elle est semestrielle. On reconvoque l'enfant 6 mois après. Et 6 mois après, si l'angle est le même, on surveille encore. S'il dépasse largement les 20 degrés, on commence les corsets. Le traitement orthopédique, donc on adresse à nos collègues
de 20 degrés. Maintenant, ce qui est admis, c'est de 20 degrés à 44-45 degrés. C'est la période, l'espace pour le traitement orthopédique. Si l'enfant, avec tout ça, il dépasse à un moment de la surveillance les 45-50 degrés, il met le pied dans la chirurgie. Alors, ça marche finalement, la chirurgie? Quand même, ça reste une opération quand même assez lourde. Hein. Assez lourde, oui. C'est lourd. C'est qui dure quand même dans les 4 heures à peu près, c'est ça, 4 heures de temps. Oui. Et ça marche finalement, les résultats sont probants? Oui, ça marche bien, il faut faire quand même de bonnes indications. Mais chez l'adulte, l'opération, on va dire, standard, c'est l'AVP, l'arthrodèse vertébrale postérieure. C'est-à-dire on met des implants dans le dos, souvent des vis, et en haut des crochets ou que des vis. On réduit la scoliose, on imprime ce qu'on appelle, on met des tiges, on imprime ce qu'on appelle une dérotation parce qu'il y a une rotation vertébrale, et on bloque le dos dans cette position. Mais chez l'enfant, et les tout jeunes enfants, maintenant, on fait beaucoup de chirurgie de croissance vertébrale. On n'ouvre pas le dos, mais on fait une petite ouverture en haut. Un enfant de 7-8 ans qui a une scoliose très sévère, on est obligé d'opérer. Une petite ouverture en haut, on met des implants. Une petite ouverture en bas, on met nos implants, on glisse les tiges dans les muscles et on réduit la scoliose en traction. Et dès que la scoliose, l'enfant est grandi, 1 an, 6 mois, 2 ans après, il prend une poussée de croissance, on ouvre, on retend, on fait grandir l'enfant au fur et à mesure de la croissance. Maintenant, il existe même des tiges automatiques. Ou le kiné ça reste quand même, j'ai envie de dire, très impressionnant hein, comme chirurgie. Mais ce qu'il faut dire quand même que ça change la vie hein, de ces gens-là. On parlait tout à l'heure justement de cet impact psychologique. Ça change la vie parce qu'on est quand même debout le lendemain. Vous me disiez tout à l'heure avant cette émission. Oui, le lendemain déjà, ils sont sur leurs pieds. Ils sont au couloir en train de marcher. Maximum sur le lendemain, s'ils sont un peu fatigués ou un peu anémiques. À quel point ça change leur vie? Vous avez vous avez vu aujourd'hui par exemple des adultes que vous avez opérés depuis des années. Qu'est-ce qu'ils vous disent généralement? Ils sont très contents. Ils sont très contents. Et je reviens sur un élément très important. Depuis que j'ai commencé à faire de la scoliose 97 à Mustapha, j'en ai opéré des filles. Tous la même question. Est-ce qu'un jour je vais accoucher normalement? Oui. Tout à fait normalement. Et il y en a beaucoup que j'ai opéré il y a 15-20 ans qui viennent me voir au cabinet, donnez-moi un certificat, il faut que je fasse une césarienne. Non, tu accouches normalement. Si il y a une raison médicale pour l'enfant, oui, mais sinon pourquoi? Et elles accouchent toutes normalement. Hein. Oui, donc ils mènent une vie. Donc ce n'est pas une tare importante ou comme on dit, un gros problème, non. Oui, ils mènent une vie tout à fait normale. Peut-être sur cet impact psychologique aussi, parce que vous aussi vous les voyez, hein, c'est un parcours quand même assez lourd, hein, la scoliose. À quel point ça change la vie, une chirurgie comme celle que pratique le docteur Edouard? C'est fascinant parce que l'enfant était tordu, déformé, incliné. Dans un côté, il vient érigé vers le vertical. Donc c'est fascinant, c'est extraordinaire de voir cette évolution. Chez nous, on continue à faire le travail, on enchaîne avec la chirurgie, avec le renforcement musculaire, il y a avec l'ontalgie, avec un traitement médical. Il n'y a pas de rechute après ce genre d'opération? Normalement, il n'y a pas de risque de rechute? On ne devrait pas avoir des rechutes parce que c'est bien... Parce que c'est des référents qui font ça, c'est pas n'importe qui peut opérer une scoliose. Mais il faut dire quand même qu'il y a un grand impact sur la qualité de vie, parce que c'est vrai qu'on corrige la déviation, mais on gagne une certaine rigidité, parce que quand même la colonne vertébrale, comme vous disiez tout à l'heure, elle est littéralement fixée avec des vis. Oui. Et maintenant, il est vrai que maintenant, les montages qu'on faisait avant étendus, on arrive à faire quand même des montages beaucoup plus courts. C'est une nouvelle notion de chirurgie, mais bon, les choses avancent. On arrive pour donner plus de souplesse au dos de l'enfant. Maintenant, on fait des montages courts, sans trop de risques. Comme vous dites, une récidive plus bas ou plus haut. Surtout pour l'enfant, parce que l'enfant, par définition, il est quand même énergique. Exactement. Et il bouge beaucoup, voilà. Exactement. Non, on arrive quand même à faire beaucoup moins gros qu'avant et plus soft, comme on dit. Oui, mais quels sont les risques finalement? Est-ce qu'il y a des risques ou pas à cette chirurgie? C'est une chirurgie à risque. Toute chirurgie a ses risques. Des risques, oui, absolument. Et particulièrement la scoliose, on met des vis. Parfois, on met 14, 18, 20 vis sur le dos. Chaque vis qu'on met dans ce qu'on appelle le pédicule de la vertèbre, on
en vrai, quand on opère la scoliose, on ne voit pas où est la moelle épinière. Elle est au milieu. On a des palpateurs, c'est une technique de mettre des vis. Mais chaque vis est en théorie dangereuse pour la moelle épinière. Mais c'est un métier. Oui, oui. Voilà. Alors, on arrive pratiquement à la fin de cette émission. Un dernier message peut-être à retenir, la scoliose touche quand même 2 à 3% des enfants, c'est beaucoup. Mais il faut les trouver, il faut les diagnostiquer. Il faut les dépister, oui, absolument. Bien sûr, il faut les dépister, il faut tout un travail de la part des cliniciens également, de la part des chirurgiens dans leur consultation. C'est vrai que c'est pas fréquent, mais de 0,5 à 2%, c'est conséquent sur la vie au quotidien de ces patients, et la fonction. Et même elle va impacter l'avenir de ces patients. Il faut mettre quand même à l'honneur les médecins de l'hygiène scolaire parce que je reçois énormément d'enfants. Voilà. Et parfois, souvent avec très peu de moyens. Oui. Je me dis, mais il a pas j'ai pas l'impression qu'il a une scoliose. Je fais une radio, ils ont parfois un très bon œil. Ils ont l'œil, oui. Je vous assure. C'est l'expérience. Ils font du travail quand même. Il faut les mettre à l'honneur. Il faudrait les saluer. Voilà. Oui, absolument. On termine avec un dernier message justement, puisqu'on parlait de la rentrée et du poids du cartable. Peut-être terminer sur des conseils sur les postures, comment se tenir, comment ne pas fragiliser son dos. On peut donner des conseils comme ça qui peuvent paraître anodins, mais très importants pour les enfants. Ouais. Oui. Se tenir droit déjà. Oui. Déjà. S'asseoir correctement. L'entourage doit toujours remettre à l'ordre l'enfant qui se met d'un côté ou d'un autre, assis en train de faire ses courses, se plier, etc. Ça c'est important. On oublie maintenant, par rapport avant nos parents nous mettaient au sport. Les enfants font moins de sport, j'ai l'impression. Est-ce que c'est parce qu'ils sont plus très occupés ailleurs, les parents au travail, donc mais c'est très important de mettre les enfants au sport. Que ce soit la natation ou les sports qui étirent, le basket, le volley, c'est vraiment bien. Le basket, c'est très intéressant. Oui. À barre fixe. Oui, on termine avec vous, professeur Boukhara. Alors, sur les postures, peut-être la surconsommation aussi des écrans qui nous expose, nous le disions tout à l'heure. Oui, un dernier mot sur la manière de se tenir un peu pour cette génération. Il faudrait, ceux qui nous effectivement, quand on est devant un écran ou un smart, il faudrait lever le menton, comme ça, sur l'horizon. Donc, il faudrait ramener l'objet sur lequel on travaille. Il faudrait s'asseoir correctement, verticalement. Il faudrait équilibrer les deux épaules. Il faudrait mettre le bassin, pas en torsion, mais correct. Voilà, c'est les conseils qu'il faudrait les donner. Merci beaucoup. On termine sur ces conseils. Merci messieurs d'avoir participé à cette émission. Merci à vous de nous avoir prêté attention. Cette émission est à présent arrivée à son terme. On se donne rendez-vous samedi prochain. D'ici là, portez-vous bien. Je vous souhaite également excellente suite des programmes sur Canal Algérie. Au revoir.